M. Blaise Fiam va nous entretenir sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et nouvelles menaces à la souveraineté. Monsieur le professeur, vous avez exactement 10 minutes. Merci, professeur Bakary, pour la parole que vous m'accordez. Je salue avec tous mes respects les membres du comité de gestion de l'Université de Lubumbashi, distinguée assemblée enseignante, en vos titres et qualités respectifs. Je vous salue. Mon thème d'aujourd'hui concerne la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les nouvelles menaces à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ici, l'objectif poursuivi, c'est de réveiller la conscience des uns et des autres quant au fait de l'utilisation des outils technologiques au quotidien. Nos gestes que nous posons tous les jours nous exposent sans qu'on le sache à la volonté des tierces personnes qui n'ont rien à voir avec nous et qui peuvent désormais, grâce à des équations d'apprentissage, décider à notre place, décider de notre avenir de manière implicite, totalement voilée, pensant que nous sommes d'accord ou complices avec cela. Donc, la République démocratique du Congo devrait s'ériger en muraille numérique pour essayer de protéger sa propre population. Je débuterai le propos par dire brièvement c'est quoi une intelligence artificielle. On peut passer, voilà. C'est quoi une intelligence artificielle? Une intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas de la machine. C'est un produit d'une infrastructure informatique logique où la donnée est le carburant unique et sensible. La donnée est la pierre angulaire du fondement de l'intelligence artificielle. Et le triptyque, donc l'architecture globale de cette intelligence artificielle, c'est qu'on prend un algorithme, c'est-à-dire un être mathématique globalement, on le pose dans un calculateur puissant, qui a une puissance de calcul bien élaborée, et on met de l'autre côté la donnée. Et donc, l'algorithme constitue ce que nous appelons aujourd'hui, de manière vernaculaire, l'intelligence artificielle. Mais alors, pourquoi on insiste sur la donnée comme étant la pierre angulaire? Vous vous rendrez compte que j'ai dit que ce n'était pas de la magie. Si vous posez la question à n'importe quelle intelligence artificielle que vous possédez, Gemini, ChatGPT ou n'importe quel autre dispositif, vous vous rendrez tout de suite compte que si vous posez la question en Swahili, il vous dira « Je ne suis qu'une intelligence artificielle et je peux toutefois me tromper ». Il ne donnera pas de réponse, pas parce que l'algorithme a failli, mais tout simplement parce que les données pour l'entraîner à répondre en Swahili ou à comprendre les Swahili n'existent pas. Alors nous disons que c'est le jeu de données que l'on appelle les datasets, le jeu de données d'entraînement, qui constitue le secret même final de l'intelligence artificielle. Si une intelligence artificielle est entraînée sur des données extérieures, elle ne comprendra jamais les réalités, les contextes, les réalités binaires et linguistiques de la République démocratique du Congo. Donc il nous faut quand même un sursaut, pour valoriser notre pays dans ce grand concert du numérique à travers le monde. Nos données nous sont volées. Le terme est fort, mais il est vrai. Nos données nous sont volées parce que réalisons que chaque fois que nous ouvrons uniquement notre téléphone et qu'on clique sur n'importe quoi et que l'on parle et que l'on communique tout ce que l'on a fait est possédé par quelqu'un
qui est à des milliers de kilomètres de nous, à la Silicon Valley probablement, et qui les possède en temps réel, et qui peut en disposer selon son choix, parce que nous ne sommes pas maîtres de la manière dont les choses se passent. Il y en a même qui nous disent, voilà, votre communication est cryptée, donc elle est strictement confidentielle, mais ça fait penser à la boutade du cellulaire qui vous vend la cellule, très sophistiquée avec beaucoup de codes de sécurité, que vous achetez joyeusement et qui sécurise votre maison et qui vous promet que désormais aucun voleur, aucun usurpateur ne va s'improviser chez vous. Sauf que la dernière phrase qui manque, c'est que moi, le créateur de la cellule, si je voudrais entrer chez vous, je vais entrer aussi aisément que vous pouvez le faire. Donc c'est ça qui se passe exactement avec les créateurs du numérique. Ils peuvent prédire les comportements. J'en veux ici, pour exemple, la manière un peu miraculeuse dont les terroristes, entre guillemets, des États ennemis, avec précision, en connaissant leurs habitudes, etc., ce qu'on ne dit pas à haute voix, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière. C'est en fait l'intelligence artificielle qui prédit la position des mollahs, de leurs adjoints, etc. Donc le secret ici, en intelligence artificielle, c'est la donnée. Et la donnée est manipulée techniquement, un peu comme je le présente sur ce graphe rapidement pour qu'on en ait une idée. Et je vous informe que, au-delà des mines, au-delà du cuivre, du cobalt, du pétrole, aujourd'hui, les données sont considérées comme un gisement. Et les données se vendent à très cher. Je sais par ailleurs que les opérateurs de chez nous ici vendent aussi énormément nos données à des prix concurrentiels à l'étranger. Et je ne sais pas si l'État est au courant de ce fait. Donc, mathématiquement, nous n'allons pas faire les maths, mais mathématiquement, qui dit encore une fois, comme cette fois, voilà, mathématiquement, que se passe-t-il lorsqu'on crée une intelligence artificielle? On utilise un être mathématique qu'on appelle un algorithme que je représente dans le cercle, et on tente de lui faire comprendre un phénomène avec les deux variables qui sont là, et lui donne la réponse. Et puis il y a un évaluateur qui est juste en bas, qui va vérifier si la réponse est vraie ou pas. A égale 1 sur 1 plus E exposé en moins Z. Ensuite, il y a un assesseur qui vient dire est-ce qu'on a bien compris le phénomène, oui ou non. Et le phénomène est compris selon le poids, la complexité de la connaissance et le biais de l'équation elle-même. C'est un peu comme l'humain. Il comprend selon sa propre nature sur l'intelligence et la complexité de ce qui est enseigné. Alors, après, il y a un évaluateur qui vérifie si la réponse s'éloigne de la vraie réponse, positivement ou négativement. Et c'est en s'entraînant plusieurs fois que l'intelligence artificielle arrive à donner des réponses. Il ne les donne pas miraculeusement. D'ailleurs, même quand nous l'utilisons, nous continuons à entraîner l'intelligence artificielle. Chaque fois que vous posez une question à Gemini, à ChatGPT, vous continuez à entraîner l'intelligence et l'intelligence continue à évoluer dans ses connaissances. Mais vous verrez tout de suite que si vous demandez qui est le chef coutumier on va prendre Katagorode et donnez-nous sa biographie, je crois qu'il vous dira je ne suis qu'une intelligence artificielle et je peux aussi me tromper. Il ne donnera pas de réponse. Alors, une donnée, globalement, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle va alimenter les grands centres de stockage qui se trouvent à des kilomètres, qui sont possédés par les géants du numérique, qui sont cotés en bourse à plus de 8 milliards de dollars pour ça. Et on les appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Alors, chaque interaction sur une application web, que l'on fasse une recherche, que l'on fasse une localisation, que l'on soit sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, où nous likons, nous laissons des messages, nous publions, nous partageons des photos, tout ça est conservé quelque part. J'ai toujours dit dans les interventions, des séminaires, etc., qu'il faut faire attention, certains pensent et disent
j'ai pris mes photos, je les ai stockées dans un réseau social, comme ça elles sont en sécurité. Il y en a d'autres qui pensent que ces photos sont en fait sur leur téléphone. Non, les photos parcourent tout un chemin avant d'arriver chez Mark Zuckerberg et d'être stockées. Et ce chemin est balisé des pipelines, des serveurs, des ordinateurs, qui peuvent être même à 1000 avant qu'on y arrive. Ce qui fait qu'en réalité, si vous ne tirez pas attention, vous ne possédez pas ces données-là exclusivement vous-même. Vous y avez un accès peut-être exclusif, mais plusieurs personnes à travers le monde peuvent le manipuler à leur guise. Alors ces données ne sont pas seulement du texte. Ces données, ça peut être qui parle à qui, il est où, et ils ont parlé pendant combien de temps, et ils ont parlé de quoi. Je me rappelle souvent, quand nous discutons avec certains d'entre nous, quand vous les appelez, ils disent non, on bascule sur un appel WhatsApp, parce que là, on ne va pas nous entendre. Et moi, quand quelqu'un me dit ça, ça me fait sourire. Attention, on nous entend bel et bien. Il y a beaucoup d'applications que l'on peut utiliser par n'importe qui pour nous entendre. WhatsApp ne nous sécurise pas autant que nous le pensons. Alors, quelle est la nature de la captation de ces données? Il y a des petits logiciels, des API qui sont installés dans tous les navigateurs, et qui retiennent tout ce que nous faisons. Il y a des voies de communication que l'on appelle les pipelines, et il y a les lieux de stockage qui sont à distance et sur lesquels il convient de statuer. Alors, pour ce qui est du cadre légal, le code numérique de la RDC, j'ai eu la chance d'être membre de la restreinte commission qui a élaboré le code du numérique en RDC à Kinshasa en 2021, et nous avions discuté avec les amis juristes très très longuement sur ce qu'il fallait élaborer et qui stimule l'État à prendre ses responsabilités et à pousser le numérique vers le haut. Alors, l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 a promulgué le code numérique qui est d'application de nos jours. Principalement, dans ce code, il y a la notion de la donnée stratégique et de la donnée sensible. La donnée sensible est définie comme étant une donnée biométrique, une donnée de santé, une donnée de vie privée, etc. La donnée stratégique, c'est celle qui est liée à la sûreté de l'État et qui peut compromettre la sécurité de la nation et qu'il faille absolument protéger. Nous les avons consacrés dans les articles 32 et 33. Pendant que l'article 123 vient, lui, approfondir la notion de la souveraineté de l'hébergement. Il est important que nous puissions, pour une certaine catégorie de données du moins, garder les données localement au pays. Je pense ici aux données de santé qui peuvent être exploitées à l'étranger d'une façon ou d'une autre. Je fais un clin d'œil à l'épidémie d'Ebola, dont l'hécatombe n'arrive toujours pas. Vous avez compris entre les mots ce que je voudrais dire, c'est que l'intelligence artificielle peut y jouer aussi un rôle. Nous avons des données qui concernent le gouvernement. Je me rappelle qu'à l'époque, nous avions évalué que chaque ministère avait un site web hébergé à des endroits à travers le monde, en Afrique du Sud, même au Nigeria. Mais aucun ministère n'avait un serveur hébergé localement ici au Congo. Pourtant, il y a des gens qui peuvent bel et bien héberger des sites web ici localement. Exporter de cette façon la matière du gouvernement, c'est très sensible. Il faudrait qu'une loi puisse nous en empêcher ou en tout cas appliquer une répression par rapport à ça. Je ne vais pas m'étendre longtemps, le temps imparti est déjà achevé, mais monsieur le modérateur, permettez que je puisse souligner que certains pays ont déjà commencé à implémenter ce que nous exhortons le Congo à emboîter ici. Je prends l'exemple de l'Inde où on n'utilise pas TikTok. Et l'Inde, dans son amour avec la Chine, tout ce qui est chinois n'est pas utilisé comme produit en Inde. Ils ont remplacé tous ces produits-là par des produits locaux et que l'on essaie d'utiliser. La Chine aussi, que l'on appelle la grande muraille numérique, a remplacé Google par Baidu, a remplacé le WhatsApp par WeChat,
a remplacé Amazon par Alibaba. Donc tous les grands géants que nous connaissons, en Chine, ils sont non fonctionnels. Tous les amis qui ont été en Chine ont eu la même surprise de constater un petit message, mais il n'y a pas d'appel et les gros fichiers passent très difficilement en Chine parce que c'est fait exprès. On va vous exiger d'adopter les outils locaux de la Chine. Alors, la Corée fait la même chose, sans le dire ouvertement. En Corée, WhatsApp c'est Kakao et l'explorateur, le moteur de recherche qui remplace Google, c'est Naver. Alors, j'ai prévu quelques pistes de solutions, donc des pistes techniques et des pistes légales. Le temps ne nous permet pas d'aller plus loin, mais il nous faut absolument développer des modèles d'IA entraînés sur les données locales pour que nous ayons cette forme d'indépendance. J'ai dit toujours que l'informatique c'est différent de la mécanique qui demande beaucoup d'investissements pour que nous puissions rattraper le retard que nous avons sur la fabrication d'une Mercedes NL, par exemple. L'informatique, c'est pas comme la chimie où nous avons beaucoup investi pour rattraper le retard que nous avons en chimie nucléaire et toutes ces choses. L'informatique, ce n'est pas comme toutes les sciences qui demandent de grands labos, de grands investissements. L'informatique demande un ordinateur, un jeune et un cerveau, et tout ça, ça fait l'équation, et on peut faire des grandes choses juste avec cela. Donc, il est temps d'encourager le développement des modèles locaux. Et il faut un organisme pour l'État congolais qui fasse l'audit algorithmique. L'audit algorithmique, c'est de vérifier dans le code tout ce que nous utilisons comme intelligence artificielle localement, pour notamment savoir si l'intelligence artificielle n'est pas en communication secrète avec l'étranger et ne nous nuit pas en réalité. Vous avez compris pourquoi les États-Unis refusent TikTok sur le sol américain et ont exigé à la Chine de fabriquer une version propre aux États-Unis où les Américains contrôlent tout le code pour être sûrs que les Chinois ne font pas de l'espionnage avec TikTok. TikTok qui est allègrement et abondamment utilisé ici chez nous et qui est pour les Chinois très normé, beaucoup d'interdictions, beaucoup de limites, pendant que nous, on nous laisse aller à la distraction sans trop nous expliquer quel est l'algorithme qui se cache derrière, mais qui révèle en réalité qui sommes-nous, comment nous pensons, qu'est-ce que nous aimons, quelles sont nos habitudes, etc. C'est un outil d'espionnage de très haut niveau qui est d'ailleurs indétectable parce qu'il nous donne de la joie pendant qu'il nous espionne. Alors, il faudrait aussi mettre des moyens de chiffrement comme on offre, c'est-à-dire des moyens de chiffrement qui fonctionnent comme les chiffrements de l'étranger, mais qui appartiennent à la République. Il faut imposer des compétences locales, ici chez nous, ça nous manque beaucoup. À compétences égales, un ingénieur congolais, je vous assure, faut la même chose qu'un ingénieur chinois, faut la même chose qu'un ingénieur américain, faut la même chose qu'un ingénieur canadien, si pas plus, en cette matière d'intelligence artificielle et d'informatique. Alors, pourquoi l'État tarde à imposer dans le secteur minier, dans le secteur économique vitaux, pour que les locaux, c'est-à-dire les nationaux, puissent être privilégiés, qu'il y ait une discrimination positive obligatoire à travers une loi pour que notre connaissance puisse s'établir selon notre culture, selon nos us et selon nos coutumes. Et pour finir, mesdames et messieurs, la RDC a toujours été la réserve du monde. Depuis l'histoire des temps, nous avions été colonisés principalement sur le caoutchouc, puis sont arrivés les cobaltes, et aujourd'hui les terres rares pour les batteries. Je vous assure que demain, nous serons la simple réserve des données gratuites ou des intelligences artificielles qui nous échappent. Bâtissons nos propres serveurs, écrivons nos propres algorithmes, c'est possible. Formons nos propres ingénieurs et faisons de la République démocratique du Congo une forteresse numérique inexpugnable à travers le monde. Vu le temps imparti, je devrais m'arrêter là. J'ai dit et je vous remercie.